Bonsoir à tous, il est presque 19h. On va pouvoir démarrer la séance, enfin pas la séance, on va démarrer par le quart d'heure citoyen. Avant de démarrer, il y a des absents. Nous avons Pascal Toby qui donne le pouvoir à Florian Mignon, Cécile Toby qui donne le pouvoir à Philippe Justin et Adrien Rio qui donne le pouvoir à Christophe Wiesel. Donc on va démarrer par le quart d'heure citoyen, comme il est de coutume maintenant. Nous avons 3 questions. La première question, c'est une question de la Fargène. Je vais leur donner une réponse, parce que je sais qu'elle n'est pas là. Donc, je crois avoir vu sur Facebook qu'il était possible de poser des questions relatives à l'intérêt général ou collectif, mais je ne retrouve plus le poste. La question est la suivante. Est-il envisageable d'installer un impôt de boîte à livres tel qu'il en existe une près de l'existe? Alors, du coup, la réponse, la boîte à livres de la place de l'église a dû être retirée suite aux tempêtes qui l'ont endommagée. L'agent en charge de la réussite a malheureusement été victime d'un léger accident de travail, mais ne pourra pas réparer cette boîte avant l'été. Elle ne sera donc pas là cette saison. Elle sera installée après la saison. D'autres boîtes à livres pourraient effectivement être disposées sur les hameaux du local. C'est complètement envisageable. Reste à voir où les disposer. Nous sommes ouverts à toute proposition. Pour information, la bibliothèque va déménager dans l'ancien bâtiment de la Maison du patrimoine. Elle sera donc fermée du 12 au 19 avril, le temps du déménagement. Un appel est d'ailleurs lancé pour la journée du 12 avril, à partir de 10h, afin d'aider à mettre en carton les quelques 7000 ouvrages de la bibliothèque. Donc la bibliothèque ouvrira ses portes le samedi 20 avril à 10h avec un petit déjeuner inaugural. Et pour aller encore plus précis, les livres enfants sont également traités en collaboration avec le CAC dans le cadre de l'opération Lire à la plage sur la plage de l'Érable tous les mardis de l'été de 16h à 18h. N'hésitez pas à formuler toutes vos propositions d'implantation de boîte à livres par mail à mairie-sur-mer.fr. La deuxième question est une question de M. Baudreau. Bonjour, avez-vous des nouvelles des affaires maritimes pour la reconstruction du muret de la jetée Terra? Je vais donner la réponse à Isabelle Lemonnier. Alors, en ce qui concerne la digue de l'Era, nous prévoyons 2 phases. Une première phase avant l'été qui consistera à déblayer le mur réflecteur endommagé. Nous avons reçu 4 devis et avons choisi ce matin l'entreprise qui, a priori, pourra intervenir dès la semaine prochaine. Et puis une deuxième phase qui est la reconstruction du muret avec un processus beaucoup plus lourd et plus coûteux qui nécessite des études techniques, une consultation des entreprises et a priori une demande d'avis aux ADF. La DNTM, les affaires maritimes, est venue sur place le 11 mars dernier car nous avons sollicité une aide de l'État pour pouvoir bénéficier de la DSEC, qui est la dotation de solidarité nationale aux collectivités territoriales touchées par les événements climatiques. La DDTM nous accompagne sur cette demande qui peut prendre du temps, mais qui, nous l'espérons, pourra soulager financièrement la commune sur ce dossier. Excuse-moi, du coup, ça a bien été défini en catastrophe naturelle, en fait. Oui. Du coup, il n'y a pas une prise en charge. Non, il n'y a pas de privé. D'accord. Il faut être national pour. Oui. Pour le privé, il y a besoin de. Donc, on va passer à la troisième question. C'est une question de M. Cochard. La commune de La Turballe réalise en ce moment une enquête relative à un achat groupé d'énergie, d'électricité et de gaz, sans engagement, clôture fin avril. La commune de Tourette pourrait-elle envisager la même chose? Je vais laisser la réponse à Rosanne Fédéron. Bien, afin d'être concis, j'ai écrit la réponse. Donc la réponse est oui. Donc, qui effectue vraiment l'achat d'énergie? C'est une société basée à Dijon du nom de Wikipower. L'intérêt de faire appel à cette société est surtout de sensibiliser les consommateurs sur l'impact financier lié aux conditions d'achat de l'énergie. Donc, la facture d'énergie a 2 composantes, c'est un petit rappel que je fais. L'une est celle de l'approvisionnement qui se traduit par le coût d'abonnement d'un opérateur public du type RTE, Réseau de transport d'électricité, ou Enedis, ou d'autres collectivités. Et ce coût d'abonnement est en fonction de la puissance de raccordement exprimée en kilowatts. L'autre est celle de la quantité d'énergie fournie par un opérateur privé, EDF, Engie, Total Energy, etc., qui est exprimée en kilowattheure.
Donc en fait, la négociation, elle ne porte uniquement que sur le coût de l'énergie et non pas sur le coût de l'abonnement. Donc des sites internet comme choisir.com, HelloWatt ou le Médiateur national de l'énergie proposent un service similaire aux particuliers. Les offres sont établies en tarifs de marché et sont comparées aux tarifs réglementés. Elles peuvent être à prix fixe ou indexées sur les tarifs régulés. Donc les tarifs de marché font l'objet de hausses, mais aussi de baisses, comme actuellement. Par exemple, c'est des tarifs réglementés. Le tarif réglementé a baissé de 3,3% entre le 1er février et le 1er avril 2024. Donc, contrairement aux professionnels, les particuliers peuvent revenir aux tarifs réglementés après avoir opté au tarif de marché, mais cela demande une veille de l'évolution des prix entre le contrat passé au tarif de marché et le tarif réglementé. Donc, c'est assez contraignant à suivre on suit ces cours sur Internet. Donc l'intérêt du marché groupé tel qu'il est proposé à la Turban est moins intéressant pour les particuliers pour lesquels, encore aujourd'hui, on n'individualise pas les coûts par rapport au profil de consommation, contrairement aux gros consommateurs pour lesquels un tarif sera établi notamment en fonction des consommations. Alors on dit base load, c'est le ruban, et peak load, c'est la pointe. Pour passer une telle convention avec un marché en fait fait par Wikipower, nous avons notre approche. Nous allons questionner TE44, qui est le délégataire de services publics qui gère aujourd'hui l'achat d'énergie pour l'ensemble des communes de Cap-Atlantique. Et donc pour cet achat groupé d'énergie, et on apportera une réponse ultérieure à Monsieur Fléchard. Voilà, c'est bien avec Robert, c'est toujours technique. On aura fait un quart d'heure court, même si c'est un peu long, Robert, on est sur 7 minutes. Alors, comme tout le monde est là, de toute façon, on va pouvoir quand même commencer la séance. Il va nous falloir un secrétaire de séance, et si je vois bien, ça va être Laurence Magot, c'est quel tour. C'est ça, donc Laurence, tu peux bien être secrétaire de séance. Parfait. Nous allons donc commencer par l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 20 février 2024. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Ensuite, nous passons au compte rendu du mail de décision prise au titre de l'article L2122-22 du CGCT. Donc, les décisions que j'ai dû prendre du dernier conseil municipal, c'est d'abord le dépôt d'une déclaration préalable relative à l'installation de jardinières en acier cortène à l'entrée de la rue Caron et à l'angle de la rue du Port, qui est du quai de Verba et de bordure en acier cortène autour de l'église, plus végétalisation, parce qu'on est obligé de déposer un permis même pour ces petites opérations municipales. L'autre décision que j'ai dû prendre, c'est le dépôt des autorisations d'urbanisme concernant les toilettes publiques. Donc, les anciennes toilettes publiques ont été retirées du port notamment sur près du club de plage. Deux nouvelles vont être installées là, dans les prochains jours, avec un aspect extérieur différent, donc avec gardage vertical en bois, laissé naturel et couverture en tôle. Voilà, donc on est obligé également de déposer un permis préalable et d'avoir l'accord des en France pour ces toilettes publiques. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions que j'ai prises au début de la conseil municipal? Des commentaires? Il n'y a pas de vote. On passe donc à l'ordre du jour en affaires générales. Le premier sujet à l'ordre du jour, la délégation du conseil municipal au maire au titre de l'article L2122-22 du CGCT, c'est justement ce dont on vient de parler à l'instant. Le conseil municipal, par délibération du 14 novembre dernier, m'a délégué certaines des attributions pour la durée du mandat. Et les alinéas 2, 17 et 20 de l'article L2122-22 du CGCT qui m'ont été délégués, alors que vous n'avez pas été défini des limites de conditions d'exercice. Donc ça pourrait présenter une certaine fragilité. Donc je propose du coup de revenir sur l'article 2, sur la délégation à conserver par le conseil municipal qui au départ m'était attribuée. Les tarifs étant soumis régulièrement à son approbation et les tarifs étant tellement nombreux,
Il fallait fixer les tarifs de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics d'une manière générale, de tous les droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, les droits et tarifs courants, le cas échéant, faire l'objet de modulation résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. L'idée, c'est que ce soit tout le temps voté en conseil municipal, et d'ailleurs, ce sera voté aujourd'hui puisque c'est le budget. L'article 17, je propose du coup que les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux soient dans la limite de 3 000 € par sinistre. On autorise le droit de signer un contrat sur 3 000 € par sinistre. Il n'y avait pas de tarif de mentionné. Sur l'article 20, il réalisait les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum. Donc, le montant maximum que je propose, c'est 250 000 € par année civile. Donc, il est demandé au Conseil municipal de délibérer sur cette modification des articles 2, 17 et 20 de l'article L2122-22 du CGCT. Il y a des commentaires? Des questions? Un commentaire. Pour notre part, nous sommes entièrement d'accord pour la modification des alinéas 2 et 17. Simplement, on note qu'à partir du moment où vous avez la possibilité, par délégation, de déposer un certain nombre de demandes d'urbanisme, sinon on autorise en parallèle la ligne de trésorerie qui va avec, en fait, on se satisfait d'avoir le rapport de délégation sur les différents travaux que vous avez engagés et financés. Or, c'est des points sur lesquels nous souhaiteraient pouvoir avoir une certaine vision. Alors là, ce n'est pas le sujet de l'année, mais l'intégralité des éléments que vous avez évoqués tout à l'heure concernant les décisions prises sur des délégations sont des choses qui sont prises sous votre chapeau et sur lesquelles nous n'avons pas notre mot à dire. Donc, cette ligne de trésorerie, en tout cas sur l'alinéa 20, là, on ne sent pas que ce soit des articles, mais plus des alinéas. Il faudrait modifier la rédaction, je pense, non? Oui. Oui, et en tout cas, sur l'alinéa 20, nous devons manifester notre désaccord avec la position. D'accord. Donc, oui. Oui. Donc, c'est vrai que déjà, c'est vrai que nous, ce qu'on voit dans ce genre de délibération, on est déjà qui est plus loin, qui apporte plus loin le sujet, c'est qu'effectivement, je pense qu'il peut y avoir une délibération, en fait, peut-être de façon à pouvoir justement choisir. Parce que là, on est obligé de tout choisir, enfin, tout voter pour ou tout voter contre, en fait. Et malheureusement, effectivement, c'est un ajout, en fait, des délégations fournies au maire. Sachant que la 2 et la 17 sont des modifications, alors que la 20 est un ajout, en fait. Il n'était pas à la délégation du maire. Moi, sur le compte rendu du conseil municipal du 14 novembre, la 20 était exclue. Donc, c'est quelqu'un modifié. On l'avait repassé comme ça. C'est ça. En fait, c'est vrai que là, par exemple, on avait abordé le sujet des toilettes. C'est vrai que les toilettes, on avait dit qu'effectivement, les projets passaient aussi en conseil municipal ou en commission. Alors là, c'est passé pour le précédent mandat, vous étiez. Je crois que c'est passé déjà. C'était le mandat bien présent. Non, mais c'est l'exemple que tu prenais. Mais là, du coup, il a fallu quand même redéposer le permis pour l'installation. Tout à fait. Ce qui a été délibéré. Tout à fait, mais c'est l'exemple que tu prenais à l'époque. Ça, je reprends l'exemple qui était pris à l'époque sur le fait qu'effectivement, parce que là, finalement, par délégation, on apprend aujourd'hui tous les travaux de toilettes, alors que finalement, sur le projet de bain, on ne peut en parler plus. Donc voilà, c'est juste que ces alinéas nous permettent. Oui, Isabelle Ravel, ça a été, vous en avez parlé en commission organisme. C'est du sujet. Ça a été un sujet que vous avez abordé en commission organisme. Les appels de la publique, mais dans la commission, ça a été. Les toilettes publiques, c'est. Il n'y avait pas. En plus, ça avait déjà été abordé au préalable avant même qu'on soit élu. C'est un exemple. Ok. Donc, on va voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Vote d'un bloc. Oui. D'accord. Contre? 4 contre. Ensuite, on va passer donc aux finances, le compte de gestion qui est présenté par Philippe Christin. Le compte de gestion
constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordinateur, et le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a prononcé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrit de passer dans ses écritures, considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, vu l'avis de la commission des finances du 6 mars 2024, donc il est demandé au conseil municipal d'adopter le compte de gestion 2023 du budget principal de la commune, dressé par le receveur qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Donc le compte de gestion avait été présenté à la commission des finances du 6 mars. Je vous donne quelques chiffres, puisqu'on va avoir les mêmes après dans le compte administratif, je ne vais pas m'étendre. Le résultat de la section de fonctionnement est d'1 514 630,75 €. Pour la section de fonctionnement, 1 114 412,45 €. Donc on a et soit un global de 2 629 043,20 €. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport au... Mais c'est pas notre compte. Mais vous pouvez avoir peut-être des questions, des remarques. Il n'y en a pas eu en commission des finances. Donc, on avait quand même ce qui nous gêne sur ce bilan 2023, c'est qu'on ne dispose pas il y a une espèce de flou artistique de juin et jusqu'à notre élection, donc jusqu'à fin octobre, concernant les délégations. On ne sait pas ce qui s'est passé en fait. Ah oui, alors là, c'est pas là, on est dans le compte de gestion, c'est la vérification des comptes. Ça va être la question juste après. Voilà. Ça sera la même chose. Voilà. Non plus. C'est quand même extraordinaire, si je puis me permettre. C'est quand même un peu extraordinaire quand une commune où on a un chrono pour le courrier, on a un chrono pour tout ce qui rentre et qui sort, qu'on ne soit pas capable de savoir ce que M. le maire a signé entre juin et octobre 2023. Je peux dire, pour moi, ça dépasse l'entendement. Bon, on y voit. On vote. Qui est contre ce compte de gestion du trésorier? Qui s'abstient? On va passer au compte administratif de la commune. Toujours une gestion. Le compte administratif est établi en fin d'exercice comptable. Il retrace l'ensemble des opérations comptables et budgétaires de l'exercice. Celui-ci doit être conforme en tout point au compte de gestion. Le conseil municipal donc, est amené à délibérer sur le compte administratif de l'exercice 2023, accompagné du compte de gestion du receveur, bien évidemment. Donc, le compte administratif 2023 peut se résumer ainsi. Donc, nous avons un résultat de clôture global de 2 629 043,20 €, qui se décompose de la manière suivante. En fonctionnement, les dépenses 4 935 023,25 € et les recettes 5 949 654 €. Donc, nous avons un résultat de 2023 qui est de 1 014 630,75 €, plus le report de l'année 2022 de 500 000 €, ce qui nous donne un résultat de clôture pour la section de fonctionnement de 1 514 630,75 €. Ensuite, pour la section d'investissement, les dépenses 2 312,29 €, les recettes 1 471 754,52 €. Le résultat 2023 est de moins 531 557,77 € et le report de l'année 2022 était de 1 645 970,22 €,
ce qui nous donne un résultat de clôture d'1 114 412 euros 45. Voilà, et je précise qu'il reste des réalisés d'à peu près 596 876 euros 80. C'est pas à peu près, c'est le chiffre précis. Voilà, donc vu l'avis de la commission des finances du 6 mars, il est demandé au Conseil d'adopter le compte administratif 2023 du budget principal de la commune. Alors c'est vrai qu'il est difficile de voter un compte administratif résultant d'un budget que nous n'avons ni initié ni accompagné, mais la situation est ce qu'elle est. Voilà, et nous devons donc débattre et voter ce compte administratif. Auparavant, je vais demander à Madame le maire de quitter la salle, même si ce n'est pas le compte administratif. Est-ce que vous avez des observations? Parce que c'est les mêmes que tout à l'heure. Ce sont les mêmes. Oui, enfin, peut-être aussi nous répondre. Aujourd'hui, c'est vrai que la question a été posée lors d'un dernier conseil municipal qui était de savoir qu'est-ce qui s'est passé de juin à fin octobre, quelles étaient les délégations, quelles étaient les délégations concernant quelles sont les dépenses qui ont été faites là-dessus, et puis aussi sur les dépenses d'investissement, effectivement, il y a aussi des coûts justement du projet médiathèque qui étaient engagés, de savoir, parce que la dernière fois, vous n'avez pas été capable de répondre, à savoir combien allait coûter en fait le projet. Donc voilà, c'est une question sur ces comptes qui. Et c'est vrai que sur les délégations, c'est incroyable qu'on soit capable d'être actif et qu'on ne soit pas capable de dire qu'est-ce qui a été décidé en délégation. Sur les délégations, il faut dire que les décisions qui ont été prises par l'auberge sur la compte, c'était pas nous. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu de travaux pharaoniques engagés. Il y a eu le fonctionnement courant de la commune. Même sur les études, c'était même avant juin qui avait été lancé. Donc, voilà. Après, sur les décisions qu'on a prises, nous, c'était de revenir sur un certain nombre de décisions qui avaient été engagées, et notamment l'arrêt du projet de médiathèque. Voilà. Pour ça, on a dénoncé le marché qu'on avait avec le cabinet d'architectes, mais on a négocié avec eux, puisqu'on a gardé, et on va en parler tout à l'heure dans les programmes d'investissement, on a gardé un projet qu'ils avaient initié, c'est la maison des associations. Voilà. Après, pour le reste, on a aussi annulé le contrat qu'on avait avec, c'était déjà payé, avec le bureau d'études qui a mené le PLU. D'autres questions? Non, donc je mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? 4. Je vous remercie. Madame Dacheux? Madame la maire? On va passer du coup maintenant à l'application du résultat. Toujours une question. L'arrêté des comptes 2023 du budget principal de la commune a permis de déterminer les résultats suivants. Soit pour le fonctionnement, un solde excédentaire de 1 514 630,75 € et en investissement 1 114 412,45 €. En rapprochant les deux sections à la clôture de l'exercice, on constate un solde excédentaire global de 2 629 043,20 €. Vu l'avis de la commission des finances du 6 mars 2024, il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet d'affectation définitive du résultat 2023 du budget principal selon les modalités suivantes. Donc, le résultat de fonctionnement est d'1 514 630,75 €. On vous demande de reporter 1 million sur la section de fonctionnement et 514 630,75 € en investissement. Et sur la section d'investissement excédent est d'1 114 412,45 €, et là on n'a pas d'autre choix que de reporter la globalité de cette somme. Voilà, je soumets ça à votre avis. Vous avez des questions?
questions, des commentaires? J'ai juste une petite question, en fait, si j'ai bien compris, parce que les finances, c'est pas. Donc sur le résultat de fonctionnement, effectivement, c'est 1 500 000, c'est OK. Donc c'est-à-dire que sur ce 5 500 000, il y a un report qui est fait de 1 million, et puis 500 000 qui sont mis en investissement sur. 1 million sur la section de fonctionnement. Oui. D'accord. Et 500 000 sur l'investissement, sur le budget 2024. Oui. Mais quand on va s'apercevoir, alors qu'on va voter le budget positif, on s'aperçoit qu'il y a des coûts de fonctionnement qui ont beaucoup augmenté, alors qu'il y a des coûts d'investissement qui ont baissé. Est-ce que du coup c'est justicieux de faire ça? Vous parlez du budget? Non. Là, si je comprends bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a un résultat de fonctionnement de 1,5 million. Sur ces 1,5 million, dans le budget 2024, on va réinjecter 1 million en fonctionnement et 500 000 en investissement. On va s'apercevoir tout à l'heure, quand on va voter le budget positif, qu'on a une grosse augmentation des coûts de fonctionnement et on a une baisse en fait des investissements en investissement. Alors, est-ce que c'est judicieux du coup de faire cette somme-là est suffisante pour financer le budget de fonctionnement 2024. Et il faut savoir que ce qu'on met en investissement, on ne peut pas revenir arrière. Et puis c'est l'équilibre, on en parle tout à l'heure, mais c'est l'équilibre. On ne serait plus à l'équilibre si on rajoutait plus que ce dont on a besoin. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Toujours Philippe, pour les taux d'imposition des taxes. Je vous rappelle l'un des objectifs fixés pour le budget public 2024, c'est la non-augmentation des taux d'imposition. De ce fait, les taux d'imposition seront identiques à l'année passée. Toutefois, il faut quand même rappeler que les bases ont légèrement augmenté. Donc, voilà. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc on vous propose de garder le même taux de 34,73%, ce qui nous amènera à un produit attendu de 3 62 491 €. Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, on vous propose de maintenir le taux de 49,09%. Et le produit attendu serait de 27 981 €. Concernant la taxe d'habitation, le taux serait de 12,92% pour un produit attendu de 1 118 743 €. Au vu de ces éléments, il est demandé au Conseil de reconduire pour l'année 2024 les taux d'imposition appliqués à l'exercice 2023, considérant qu'il convient de fixer les taux d'impôts locaux pour percevoir de l'année 2020, de percevoir à titre, au titre de l'année 2024. Pardon. Vu l'avis de la Commission des finances dernière, il est demandé au Conseil municipal de maintenir les taux d'impôt direct, de percevoir à compter de l'année 2024 comme suit, donc 34,73 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 49,09% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties et 12,92% pour la taxe d'habitation. Des questions? Des commentaires? Oui, c'est plus des compléments d'information, parce que c'est vrai que il n'y a pas très longtemps, on était en campagne électorale, et c'est vrai que dans le discours de dire pour la population qu'il n'y aura pas d'augmentation de la taxe foncière, c'est vrai, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on va décider de ne pas augmenter le taux, mais ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que finalement, la taxe foncière augmente. Et il faudra juste faire attention à ce langage en fait, auprès de la population, de dire que ce n'est pas l'impôt qui augmentera finalement toujours. Ah, pardon. Oui. Non, mais c'est vrai, j'ai compris. Oui, je me permets de réagir peut-être un peu rapidement. Il me semble qu'on s'est engagé sur le taux et non sur le. Ah, mais c'était pas ciblé pour vous. C'est pour ça que c'est un complément d'information. C'est-à-dire que c'est vrai que dans la tête des gens, mine de rien, quand on parle, on dit voilà, que les impôts vont pas augmenter. C'est pour ça qu'il a commencé par dire que ça augmentait. Que ça allait augmenter. Les impôts allaient augmenter, pas la taxe communale. Le taux communal ne pousse pas
J'ai précisé en préambule les bases. Non, on est d'accord. Non, mais moi j'ai commencé à dire, effectivement, c'est un complément d'information pour la population qui, effectivement, c'est bien important. Et c'est peut-être pour insister un peu plus que, effectivement, on s'aperçoit qu'en fait, c'est l'État qui impose cette base. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'aussi, dans notre taux d'imposition, ben, c'est vrai que nous, on ne l'augmente pas, et on de rien, l'augmentation, ben, il y a quand même eu une augmentation des impôts, et ça veut quand même dire que la mairie va aussi récupérer, en fait, alors c'est pas 3 millions en 62 000, parce que, effectivement, ça, c'est les 34,73 qui sont découpés en 19,73 pour la mairie. Et d'ailleurs, dans la délibération, il y a aussi une part de l'intercommunalité, non ? Ça n'est pas noté, en fait, dans la délibération. Donc, en fait, c'est décomposé en trois, qui est effectivement la. C'est la part communale qu'on vote. Oui, mais à la fin, c'est marqué que 39,73 pour la taxe foncière, taux de référence, il y a taux communal de 19,73, plus taux départemental de 15%. Mais il y a aussi le taux d'intercommunalité. D'ailleurs, si on fait. Non, ça intervient après. Et le taux d'intercommunalité, en fait, il est en plus. Non, mais ça n'a rien à voir. Parce que l'intercommunalité, on est sur les Ils ont pas. Sur la taxe foncière, il n'y a pas une part intercommunalité. Et voilà, c'était pour bien préciser qu'effectivement, il y avait quand même une augmentation des impôts. Ça, il faut quand même dire qu'en fait, c'est la part de base qui augmente. Mais ce qui est dangereux à ça, c'est qu'effectivement, c'est que nous, au travers de cette base qui augmente, en fait, on ne peut pas augmenter non plus le taux. Quoi. Et que c'est vrai qu'il y a aussi des frais qui augmentent. Et que c'est pour ça que là, finalement, le taux a été augmenté en 2020. Et c'est vrai qu'il faudra aussi peut-être y réfléchir de façon à ce que ce taux ne soit pas trop en retard par rapport aux autres communes. Parce que où on se situe par rapport aux autres communes de la presqu'île, c'est ce que j'aimerais savoir en fait aujourd'hui. Parce que c'est bien beau de dire qu'on augmente pas le taux, mais où on se situe par rapport à d'autres communes équivalentes. Et qu'est-ce que ça représente, mine de rien, cette augmentation de la base d'imposition par foyer pour une moyenne aujourd'hui d'une maison de. Parce que là, aujourd'hui, on dit, voilà, il n'y a pas d'augmentation, on n'augmente pas tout, mais le coût augmente. C'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, une moyenne, on est sur une maison de 100 mètres carrés à Périac, avec un terrain de 600, 700, 800 mètres carrés. Qu'est-ce que ça représente en 2024, l'augmentation d'impôts ? Est-ce que tu as la commission des impôts ? Tu es la commission des impôts ? Oui, oui, mais du coup, tu reçois. D'accord. Et ça sera détaillé. C'est juste dommage que ce soit pas du coup inversé. Alors, la commission des impôts, c'est individuel, donc ça doit rester secret. Il y a donc c'est l'individuel. On ne peut pas. En fait, chaque habitant a son taux qui lui est propre. Alors, forcément, il y en a sûrement il y a des tranches, mais le taux est propre par rapport à l'habitation. Il y a tout un tas de critères qui rentrent en ligne de compte, et tu verras ça à la commission des impôts. C'est vraiment individualisé. On ne peut forcément pas en parler comme ça et dire. Bien sûr, on sort sur une moyenne par commune. Il y a des communes qui le font, qui disent voilà, sur un maison moyenne, l'augmentation par foyer entre 50 et 100 euros par exemple. Mais c'est un exercice, j'ai essayé de le faire dans le passé, c'est un exercice hyper compliqué. Et on l'avait fait, nous, on a réussi à le faire sur l'ensemble des conseillers municipaux qui avaient bien voulu nous amener des éléments. Et sinon, c'est de l'ordre privé, et on ne peut pas savoir exactement ce que les gens font. Par contre, chacun peut comparer d'une année à l'autre les bonnes et les augmentations. Je voudrais juste ajouter que l'augmentation de la base est pratiquement connue. Je crois que c'est 4,2 que voilà. On sait combien vont augmenter les impôts. Et d'autre part, le taux n'a rien à voir avec l'impôt qu'on paye, puisque dans chaque commune, la base peut être différente. Donc, on peut être en taux beaucoup plus cher que la normale, avec des impôts qui sont moins élevés que la normale. Donc, comparer les taux, ça n'a pas de sens. C'est la valeur locative qui décide, effectivement, on a une valeur locative qui est supérieure à celle de la turbine. Juste pour compléter ce qu'on disait, en fait, l'intérêt et ce qu'on aimerait, c'est juste par souci de transparence et de compréhension pour tous, quand on parle d'augmentation ou de maintien du taux, c'est que ça soit très explicite et que dans la tête de chacun, on sache de quoi on parle. C'est tout, c'est pour que ce soit le plus clair possible. On a bien compris. Les gens vont voir si on fait. Un peu tard. On va voter. Qui est contre ?
s'abstient? L'unanimité. On va passer au budget primitif, Philippe. Le projet de budget primitif pour l'exercice 2024, qui définit les grands projets fixés par les élus lors des différentes commissions et finalisé en commission de finances du 6 mars 2024, s'équilibre en recettes et en dépenses comme suit. Section de fonctionnement 7 68 056 €. Section d'investissement 10 483 737 € et 82 centimes. Vu l'avis de la commission des finances, ainsi le budget primitif de la commune s'équilibre en dépenses et en recettes, donc c'est les mêmes chiffres, hein, et il est demandé au conseil municipal d'adopter le budget primitif 2024 du budget principal de la commune. Alors, bon, ça a été, je dois dire, pour le fonctionnement, un budget assez difficile à construire parce qu'on n'a pas d'antériorité. Et on va avouer humblement que voilà, on ne connaît pas tous les rouages de l'administrateur, mais donc pour le fonctionnement, on a repris les bases de l'année N-1, on a consolidé et majoré dans de l'augmentation du taux de la vie déjà, du coût de la vie, et voilà, plus un certain nombre de dépenses qu'on a rajoutées, c'est ce que je peux vous dire en formule sur le budget de fonctionnement. Après, pour le budget primitif, on peut présenter, j'avais un tableau sur l'état de la dette. Ouais. Voilà. Là, donc vous voyez que les annuités de la dette diminuent, c'est bien, voilà, et que notre endettement s'éteindra complètement en 2028. Juste pour vous rappeler, peut-être, qu'est-ce qui constitue cette dette? En fait, c'est les emprunts, le financement de la colonie de la Poste, dont le remboursement se terminera en 2025, la halle du marché s'arrêtera en 2028 et l'espace Calvillo qui lui s'arrêtera en 2027. Voilà pour l'état de la dette. Je ne sais pas si vous avez des observations jusqu'ici ou on continue et puis on fait des questions après. Alors, du coup, qu'on est sur les dépenses, quel est le taux dans la dépense? L'année dernière, elle était à 0,9. Et j'imagine 0,8. Donc on est à 0,8 cette année. Alors le budget primitif, on va présenter. Pardon, ça c'est investissement. Je reviens sur le fonctionnement peut-être. Voilà. Merci. Dans les grandes lignes, voilà comment il se décompose. Et en pourcentage, vous voyez qu'il y a quand même des sujets qui augmentent, notamment, c'est vrai que sur les charges de personnel qui augmentent, en partie. Donc c'est dû à plusieurs facteurs, hein, les augmentations normales. On a peut-être aussi des agents qui sont un peu vieillissants, qui sont plutôt voilà, en ancienneté. Et voilà, on a aussi quelques agents qui sont plus chers et qui sont en arrêt maladie depuis un moment. C'est vrai que c'est eux qui les ont. Ensuite, pour vous dire que les recettes fiscales sont d'environ 4 millions d'euros. On a un report de 2022 qui est d'1 million. Et les dotations de l'État à 1,6 million et les produits et services divers de 315 000 euros. Ça, c'est pour le budget de fonctionnement. Et l'investissement, là aussi, on doit avoir un calendaire. On a 6 483 737,82 €. Bon, ça avait l'air de dire que c'était peu, moi je trouve que c'est quand même beaucoup. Non, il y avait moins de ça dans l'investissement que. Quand je regarde l'équilibre, on parle. Parce qu'en fait, là, on a une augmentation des frais de fonctionnement à hauteur de 20%. Là, c'est par rapport à ça. Ah oui, c'est deux choses différentes. Je peux permettre juste une question sur cette augmentation des frais de fonctionnement. C'est vrai qu'une augmentation de 20% aurait pu être effectivement
compensés mathématiquement par la recette, mais moi, quand j'entends augmentation de 20% des frais de fonctionnement, je suppose qu'il y a quelque chose dans le fonctionnement de la mairie qui justifie qu'on augmente de 20% des frais de fonctionnement. Et je dois dire que dans l'émission de la mairie sur l'année 2024, je ne vois pas ce qui va différer de 2023. Vous avez raison, c'est un gros travail qu'on va devoir mener quand même. Mais il y a 45% d'augmentation des coûts d'énergie. On a fait 45%. Oui, justement, c'était une des questions aussi. Le budget va exploser comme chez tout à chacun et dans n'importe quelle structure. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en œuvre? Parce que voir ce budget exploser, c'est une chose, mais. On n'est pas explosé non plus, là. Ah bon, 20%, c'est beaucoup. 24%, c'est plus sur la slide d'avant. Donc ça veut dire quand même qu'il y a peut-être des choses à imaginer. Est-ce que ça va être réfléchi? Oui, ça va être réfléchi. On a prévu de travailler service par service, justement, pour voir un peu tout. Là, comme je l'ai dit en préambule, et on a probablement, on n'a pas pu reprendre tout ça depuis notre arrivée. C'est efficace, mais. Dans le détail des comptes en fonctionnement, vous avez quand même le reste à réaliser de 600 000 euros. Ouais, mais poste par poste, normalement. Sur les restes à réaliser, c'est essentiellement dans l'enregistrement de réseau qui est programmé. Par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple totalement nouveau. Non, je cherche ça. Les choses, tous les, par rapport au budget précédent, tout a été augmenté. Et c'est vrai que ce qui étonne quand on regarde de l'extérieur, c'est qu'on se pose la question que je viens de dire, c'est-à-dire que frais de fonctionnement veut dire augmentation de la mission, normalement. Alors là, c'est pas le cas. C'est vrai que c'est ça, moi j'ai du mal. Il y a eu peut-être la raison que je vous expliquais, c'est-à-dire que vous étiez un peu dans le regard et que le choix a été fait de porter les curseurs vers le haut. Mais c'est vrai que les investissements baissent. Ouais, mais le budget, c'est quand même un prévisionnel. Et voilà, n'ayant pas de recul, nous, on a préféré être plutôt optimiste, plutôt que obligé de revenir vers vous pour vous demander de. Et c'est aussi les services qui ont élaboré leur budget de fonctionnement et qui nous ont transmis leur budget de fonctionnement. Donc on n'a pas l'antériorité, comme l'a dit Philippe. Par contre, on a la confiance aux agents qui nous font leur budget. Et on a quand même réduit sensiblement, plutôt pas mal ce qu'ils nous avaient proposé en budget de fonctionnement. Peut-être parce qu'on vient d'arriver, certains services pensaient qu'on avait très généreux. On a quand même nettement réduit la demande qui est notre partie de la demande, parfois au détriment de certains. Et donc on a essayé de voir au plus juste. Et même au plus juste, effectivement, il y a cette augmentation de 20%. Mais il y a des choses qui sont compressibles. Les fluides, on ne pourra pas sceptique, par exemple. Quelque part, je veux dire, c'est pas sur l'augmentation en elle-même, parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'avec un taux d'endettement à 0,8 ans, on peut se permettre d'augmenter notre coût de fonctionnement, et c'est là où je rejoins Xavier, c'est aussi à prévoir qu'est-ce qu'on va amener comme service public, et aussi, là, on parle des énergies, je suis tout à fait d'accord, ça veut dire qu'une augmentation de 40% des énergies, c'est que je pense qu'il faut quand même qu'on frappe fort aussi dans les investissements de l'énergie, pour pouvoir justement baisser à l'avenir ces coûts d'énergie de fonctionnement. Et c'est ça qu'on a envie de voir, parce que c'est vrai que nous, quand on prend l'alias et qu'on voit autre service extérieur, on est à 40 900 euros, et qu'on voit la ligne après qu'on est à 193 500 euros, c'est vrai que pour nous, c'est une flou artistique. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette augmentation de 150 000 euros sur une base de 40 000 euros? C'est vrai que sur la rénovation énergétique, je pourrais plus passer la main à Rodolphe, mais c'est un sujet qu'on travaille. D'ailleurs, sur la rénovation de l'école, ça a été un volet qui était oublié lors de la construction de ce cahier des charges, et on a souhaité revenir dessus. Voilà. La rénovation énergétique de l'école va être menée, Rodolphe, si tu veux en dire un mot, je ne sais pas, mais et sur la rénovation énergétique des bâtiments. Globalement, tu es en train de travailler là-dessus et on va amener des réponses, j'espère, bientôt. Mais c'est un On espère que ça va descendre. sujet, mais c'est aussi beaucoup d'argent.
voilà, le problème, c'est bien qu'à partir du moment où on met le curseur assez haut, la tentation n'est pas justement de faire en sorte qu'à la fin, on ait un reste à réaliser de prix et de. On met le curseur assez haut, les services de type approche et une certaine qualité de. Non, les data aujourd'hui, concernant les énergies, en fait, c'est ce que j'ai dit, on a eu le débat, la mer en débat sur les éoliennes. J'ai posé la question, donc pourquoi est-ce qu'on produit toujours plus d'énergie alors que nous, notre politique, c'est justement de stabiliser, voire de diminuer les consommations d'énergie de la commune. Donc, on rencontre TE44 la semaine prochaine, là, lundi, pour parler aussi de l'éclairage public. Là aussi, il y a pas mal d'économies d'énergie à faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 38 armoires d'éclairage qui ne sont absolument pas interconnectées, qui fonctionnent en tout ou rien. On a un éclairage obsolète, on a encore des lampes à quartz. Voilà. Là-dessus, on va travailler sur les systèmes de chauffage, sur les chaufferies. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore le temps, je dois le faire, mais je vais reprendre intégralement tous les processus de régulation, de chauffage, d'équilibrage des réseaux. En fait, on a beaucoup de potentiel d'économie à faire. Et sur l'école, je suis intervenu pour spécifier qu'il fallait absolument changer les huisseries, l'ensemble des huisseries, modifier les systèmes de chauffage, diminuer les volumes chauffés. Voilà, et avoir des régulations intelligentes. Donc, tout ça, ça représente des coûts d'investissement, c'est sûr. Voilà. Et pour aujourd'hui, ces coûts d'investissement, ils seront justifiés par des coûts de fonctionnement qui sont relativement importants aujourd'hui. Et qu'on baissera d'ici le mois de décembre, j'espère. Oui, non, c'est ça, c'est tout ce qu'on peut entendre, hein, c'est clair. Et justement, on parlera sur l'investissement. C'est vrai que je pense que dans les municipalités, il y a un vrai travail d'investissement à faire dans les énergies. Justement, dans les choix et dans les arbitrages on n'est pas trop loin, c'est des arbitrages sur les investissements. On espère qu'il y a une grosse partie sur cette partie-là. Parce que c'est vrai que si après on regarde au niveau du fonctionnement, c'est vrai qu'il y a des choses que vous comprenez qu'on ne comprend pas. Parce que quand. Je voulais revenir sur cette question, parce que vous savez qu'on a changé de matrice comptable, on est passé en M57, et quand on construit un budget, auparavant, il y avait un certain nombre, quand on voulait équilibrer le budget en dépenses et en recettes, donc quand on avait un petit peu de dessous, on était obligé de saupoudrer sur d'autres postes. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Donc, c'est pour ça qu'il a vu sur autres services extérieurs une très forte augmentation, c'est qu'en fait, la candidate en quelque sorte qu'on avait là, on a mis sur ce poste-là. Et ça correspond à quoi? C'est quelque chose qu'on n'a pas affecté sur des comptes. En fait, voilà, si tu connais la comptabilité publique un peu, c'est comme ça qu'on fait. Je pense que j'apprendrai rien à Patrick. On passe à l'investissement. Oui. Une dernière question sur le fonctionnement. Je pense que ça a dû être discuté dans les commissions, mais je vois subvention de fonctionnement au ménage qui apparaît là, 189 976 €. Je ne connais pas ce que c'était. C'est dans Le quel compte 62,83. Ouais. Non, c'est 65 741, le chapitre précis. C'est page 36. Si je peux me permettre, il y a le montant des subventions aux associations et il y a une cagnotte aussi qui est à cet endroit-là pour équilibrer le budget. On ne peut pas voter, on a interrogé le trésorier, on aurait voulu voter le budget en suréquilibre pour pouvoir mettre en avant l'excédent qu'on comptait dégager, mais le comptable ne nous l'autorise pas. Il faut absolument que notre budget soit équilibré. Donc on est obligé de gonfler nos dépenses pour être en équilibre avec nos recettes. Donc on s'est fait des cagnottes à certains endroits. On aurait préféré ce qu'on avait demandé, parce que ça se fait dans certaines collectivités, et on voulait, nous, par souci de transparence, c'est plus facile à lire après sur le budget, mais bon, il n'a pas souhaité qu'on puisse le faire. On est resté sur les enseignements. Ouais, c'est vrai que du coup, c'est ici pour nous. Voilà. Et parce qu'il y avait un autre, si vous me répondez la même chose, je serais surpris.
rappeler quand même, c'est que sur les frais de nettoyage des locaux, sur le 62-83, où on a augmenté de 22%, j'ai bien compris que du coup, il y avait une entreprise qui faisait le nettoyage qui ne sera plus une entreprise, puisqu'on a pris, on va embaucher quelqu'un. Alors, comment on peut justifier l'augmentation de frais de nettoyage alors que finalement, on va avoir moins d'intervenants? On a plus de charges de personnel. Non, là, c'est pas sur le personnel. C'est pas les frais de personnel. C'est les services, effectivement, c'est l'édition de tous les services nous ont demandé, chaque service nous a demandé on n'a pas trop épluché ça, effectivement. Le marché. C'est un marché. Il y a le nettoyage du marché qui nous coûte très cher, mais c'est pas parce qu'on a inscrit en effet les crédits qu'on va les dépenser. On passe aux investissements. Enfin, je pense que le genre de discussion, vous deviez l'avoir avec le conseil précédent, je pense que vous aviez les mêmes Alors là, j'avoue que si on veut parler du précédent, c'est que c'était beaucoup plus clair. Là, tu vois, pourtant, on vous a fourni tous les éléments, je pense qu'on ne pouvait pas être plus transparent avec vous. Vous avez l'ensemble de la matrice. Oui, mais justement, quand on a une augmentation comme ça de la matrice, quand on voit une augmentation sur les frais, c'est une manipulation de chiffres. Alors, l'investissement. Donc, là, c'est pareil, on vous a mis un camembert avec une répartition en pourcentage. Donc, notre projet, c'est l'aménagement de la place Vignoboul, l'aménagement du parking de la rue de Train. Ensuite, des aires de jeu qu'on va réaliser aussi, parce que les aires de jeu sont très fatiguées. L'effacement de réseau, la réfection de voirie. Alors là, on a mis aussi une somme sur le plan vélo, mais a priori, le plan vélo, ça sera pas entraîné. Mais on a quand même mis 200 000 € sur le plan vélo, puisque c'est au début qu'il y a des travaux qui sont sur la turbine et les prévus, ça se trouve chez nous. Ça sera pas pour tout de suite. On a une réflexion des tennis pendant la globalité, mais il y a mis 25 000 €. La réhabilitation de la maison des associations, voilà, qui va devenir une maison partagée avec plein de salles. C'était le projet qui avait déjà été élaboré auparavant. Le remplacement de candélabres, la réserve foncière, parce qu'on souhaite pouvoir faire de la réserve foncière, mais aussi préempter s'il y avait une opération qui se présentait à nous et ne pas la laisser passer. Les restes à réviser, on parlait tout à l'heure, ils sont là, il y en a pour 600 000 €. La révision du PLU, dans laquelle on va s'engager, on a mis 40 000 €, soit presque 30 000 € de moins que ce que nous demandait l'ancien cabinet. Pour les travaux de tempête, c'est 3,86%, on a mis 250 000 €. Les travaux de bâtiment, et puis on a aussi la mise en sécurité du moulin bouteiller qu'on va initier bientôt. Voilà, on a demandé de ressortir les projets qui avaient été initiés. Il y avait un architecte qui avait travaillé sur ce projet. Et c'est impossible, on n'a pas encore bien appréhendé, mais on va s'y mettre là, donc le budget va être passé. Donc ça, c'est pour les dépenses d'investissement. Ça représente combien pour 86? 86, on a mis 250 000 € de prévision pour l'invité. Donc ça, c'était prévu au départ, c'était uniquement une mise en sécurité du moulin. Aujourd'hui, on se demande si on ne doit pas mener la réflexion plus loin et d'avoir un projet global, ça éviterait de payer deux fois. Bon, mais c'est encore un petit peu trop tôt pour prendre ce projet. D'accord, on n'exclut pas non plus la possibilité de faire appel au mécénat sur ce dossier-là. Ça, c'est pour les dépenses, et puis après, pour les recettes, on a dit tout à l'heure, on a un report de la section de fonctionnement de 514 000 €, un report d'investissement d'1 114 000 €, le FCTVA, environ 350 000 €,
subvention qu'on va toucher, enfin, qu'on espère toucher. Alors là, pour l'instant, c'est que du provisoire, parce qu'on espère avoir plus, on a dit ça, 160 000 euros. On y travaille. On a viré un virement de la section, je ne sais plus ce que j'ai mis, 1,2 million de la section de fonctionnement. Et les dotations d'amortissement de 240 000 euros. Voilà à peu près pour nos dépenses. Et s'il faut, on va recourir à l'emprunt pour le reste. Donc un emprunt un peu tiroir, on pourrait imaginer une enveloppe globale et puis notre appel d'offres quand on a besoin pour nos différents programmes. Question? Observation? Oui, non, c'est vrai que bon, votre arbitrage, voilà, si vous appartiennent, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, moi, quand même, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, hein, c'est vrai que sur l'investissement sur les énergies, qui est une part un petit peu plus importante, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que le terrain de tennis, c'est sûr qu'il y a un bon travail à faire sur tout ce qui est sportif. Hein. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, commencer à avoir même beaucoup d'argent dans le monde hôtelier, est-ce que c'est une priorité? Nous, on se pose vraiment la question, parce que je pense qu'effectivement. La mise en sécurité aussi. Alors peut-être la mise en sécurité. La mise en sécurité bonne, mais quand j'entends qu'effectivement, on va pousser le bouchon un peu plus loin. Voilà. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, je reviens sur le taux d'endettement de la commune, c'est-à-dire qu'on a 0,8 ans, c'est pas beaucoup. Et c'est vrai que qu'on ait un gros effort à faire sur tout ce qui est justement sur les énergies, sur tout ça, je pense qu'effectivement, ça me jette pas aux yeux, en tout cas quand je vois Alors, c'est transverse à tout. En fait, avec Rodolphe, on demande à ce que chaque euro dépensé ait tout le temps une transversalité environnement-énergie. Toutes nos démarches ont tout le temps justement ce plan énergétique, et donc c'est Rodolphe qui s'en charge. Dans toutes nos missions, dans tous nos travaux, il y a toujours cette partie. Alors effectivement, on ne l'affiche pas, un affichage grandiose comme ça, mais c'est vraiment on fait vraiment partie de nos réflexions. Et tous nos travaux, là, on parle de l'aménagement de la Basilique Boule, le parking urbain, tout est pensé pour l'environnement et effectivement l'énergie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme disait Rodolphe, on a encore beaucoup de LED, tout n'est pas équipé en LED. Ça, c'est un gros budget qui pourrait effectivement être inscrit au budget cette année. Parce qu'effectivement, il y a un gros effort qu'il faut faire. Et c'est vrai que je vois aussi quand on dit qu'effectivement, on ne voit pas la ligne, mais c'est pas grave, c'est sur le plan vélo. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que pour moi, ça fait partie aussi des priorités aujourd'hui dans les municipalités. Je ne pense pas. Tu disais que vous n'allez pas pouvoir faire tout de suite cette année. Non, mais Isabelle va vous répondre. D'accord. Sur le plan vélo, on a souhaité accélérer ce qui était prévu par le département et la politique. Et on a voulu effectivement rejoindre le programme d'investissement. Là, il faut savoir qu'on est tributaire des programmes pluriannuels de Cap Atlantique, à la fois sur les réseaux d'assainissement, puis sur les pistes cyclables et les programmes du département. Donc on a fait plusieurs réunions, on est en train d'essayer de négocier un planning pour accélérer. Voilà, on a encore une réunion la semaine prochaine, j'espère qu'on aura plus d'éléments, de toute façon ça sera l'objet d'une délibération. On aura plus d'éléments sur le planning en espérant obtenir un raccourcissement des délais. C'est vrai qu'on est très tributaire de l'heure sur la partie vélo-océan. Sur la partie vélo-océan, il y a aussi la partie vélo qui est municipale. En fait. Déjà, on notera, et puis sur les alimentations, desservir la piscine, servir l'espace Cardigno, tout ça, c'est un autre. C'est départemental. Qui fait une part de notre réflexion aussi. Oui, mais c'est tout à fait dans nos réflexions, mais le service de cyclable, ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Il y a la partie étude qui est importante, impact d'environnement, les réseaux d'assainissement, est-ce qu'ils peuvent être faits par les communautés. C'est pas parce qu'on décide de vouloir mettre en place des pistes cyclables qu'on va y arriver en 2024. Malheureusement. Il y a toute cette phase d'avant-projet qui est très longue. Mais c'est une volonté. C'est bien longtemps. Mais c'est vrai qu'aussi, quand on voit le monde qui est présent encore ce soir au conseil municipal, il y a l'inscription aussi au budget de
Et comme je disais, c'est vrai que l'année dernière, on n'avait vraiment pas détaillé vraiment, et ça aurait été bien qu'on l'ait en fait, avec des sommes qui sont à côté pour pouvoir Vous un peu tomber. l'avez dans le dossier que vous avez là, le dossier budget, vous avez tous les détails. Ah, pas ça. Non, il n'y a pas ça. Non, mais la répartition, c'est ça qui vous intéresse de savoir que vous avez même un investissement. 6 millions 4, je suis très content, mais bien sûr, je suis bien, ce qui est intéressant, c'est ce que vous allez en faire. Est-ce qu'on va entendre découvrir ce soir avec tout le monde? Alors, on a une commission finance, hein, il me semble, on en a parlé. Et puis on a détaillé. J'étais effectivement à cette commission finance et je reconnais avec vous qu'un certain nombre de dépenses m'ont été données à la volée, effectivement, et que j'en ai pris note et que j'avais effectivement l'information qui manque de ma part. J'aurais bien aimé avoir aujourd'hui ce document-là, qui est bien plus précis, des informations que je peux noter comme ça à la volée aux commissions. À la volée, vous avez un tableau aussi à la volée? Oui, non, mais dans le tableau, alors le tableau, je peux vous le sortir, je l'ai ici. Si vous avez dit que ça, c'est ça le document que vous m'avez donné, d'accord, mais vous comprenez bien que c'est par masse budgétaire, je n'ai pas le détail de calculer là, je n'ai jamais vu. Pour information, ça a été ce document qui vient d'être fait. On remercie d'ailleurs grandement Christine qui nous l'a fait et qui l'a présenté aujourd'hui. On découvre comme ça. Oui, c'est souvent le cas. C'est pour ça que je suis souvent à la volée, en fait. La préparation de ce conseil municipal, on avait l'ordre du jour, on est d'accord. Quand on a fait le bureau municipal, on n'avait que l'ordre du jour. Oui, nous aussi. Indépendamment, effectivement, qu'on découvre les choses, ce qui est vexant pour nous, puisqu'on était censé être associés, en tout cas c'est ce que vous aviez annoncé aux décisions et au travail qui pouvaient être initiés pour prendre ce genre de positions qui sont importantes et fondamentales, sauf que voilà, je tiens à le dire aussi pour le public qui est là et pour ceux qui auront le retour de ce conseil municipal, nous sommes voilà, on découvre en commission, on découvre là, on entend des choses, mais en aucun cas on nous demande notre avis et notre position sur les choses, et quand on les donne, c'est trop tard, c'est déjà acté. Donc ça, c'est pas très agréable pour nous. Voilà. C'est un peu le rôle de l'opposition, excusez-moi, mais. Voilà. On peut le voir comme ça, mais on peut aussi essayer de tirer les choses vers le haut, et il y a moyen de faire autrement, et il y en a qui arrivent très bien. Oui, c'est vrai qu'en commission, ces sujets ont été abordés. Commission finance, commission urbanisme, commission culture, tous ces sujets ont été abordés. Madame le maire, je ne dis pas que ça n'a pas été abordé, je dis simplement que ça a été abordé à la volée, c'est-à-dire de manière superficielle, et que le détail là, je ne l'ai jamais, je ne l'ai pas lu. J'ai eu autrefois, j'ai pris en note en marge de mon document les explications qui sont ici. J'aurais bien aimé les avoir. C'était une commission de finance, même une commission de finance, c'était une commission de travail. Pas, vous n'aviez pas les documents définitifs, je voulais même préciser. Je ne les ai jamais. On vous a envoyé la matrice complète de la M57. Vous avez tous les éléments. Oui, mais vous avez même, enfin, voilà, ça n'a jamais été fait. Ça, je n'avais pas la commission. Non, mais vous nous envoyé il y a 10 jours. Plus, c'est ce document-là. Et celui-ci. Bon, c'est pas grave. D'accord. Non, on l'avait pas donné. On a travaillé justement sur en fait, on ferait mieux de passer du bureau municipal de l'air. C'est pour celui-ci, vous nous donnez une communication de documents, vous nous glissez des documents. On est d'accord? Non, tu as des tableaux, tu nous montres. On en a parlé ensemble. C'est la commission. La commission finance. Qui était avant le bureau municipal ouvert. Et au bureau municipal ouvert, nous n'avions que l'ordre du jour. Et nous aussi. Est-ce qu'on va voter? Qui est contre? Qui s'abstient? On va passer aux subventions aux associations 2024. Toujours Philippe. Conformément
Oui, pour ma part, je participerai pas au débat ni au vote, étant le secrétaire de l'association de la je vais rester dans mon coin. Même sur le vote des subventions, si parmi vous, il y en a qui participent de certaines associations, on vous demandera de ne pas participer au vote. Et donc, conformément au CGCT, le conseil municipal peut attribuer des subventions aux associations légalement constituées et qui en font la demande afin de soutenir leur fonctionnement et leurs actions. La commune de Piriac apporte dans ce cadre son soutien financier aux associations dont le siège est situé sur la commune ou qui exercent des activités sur le territoire communal. Cette attribution doit faire l'objet d'une délibération distincte. Il est rappelé quelques règles concernant l'attribution d'une subvention à une association. Une demande préalable de l'association est obligatoire. La subvention doit présenter un intérêt local. Le conseil municipal est souverain pour attribuer des subventions aux issues associatives locales. Les subventions ne constituent en aucune manière un droit, la collectivité locale les accordant à sa discrétion. La subvention ne doit pas alimenter la trésorerie d'une association, mais l'excédent. Donc, vu l'avis de la commission culture du 4 mars 2024, vu l'avis de la commission des finances du 6 mars 2024, après en avoir délibéré, donc il est demandé au conseil municipal d'adopter au titre de l'année 2024 la répartition des subventions aux associations telles que figurant dans le tableau ci-dessous, d'attribuer les dites subventions, d'autoriser Madame la maire, son représentant, à signer des conventions avec les associations dont le montant de subvention dépasse le seuil de 23 000 € annuels. Donc vous avez le tableau qui vous a été joint et je vous rappelle que voilà, ça a fait l'objet d'une discussion. Alors moi j'avais le sentiment qu'on avait bien travaillé en commission culture et en commission finance sur ce sujet, peut-être que ce n'est pas le cas, mais voilà, donc je ne vais pas vous faire grâce de la lecture de tout ça. Vous l'avez sur les tableaux. Est-ce que vous avez des observations, des questions? Le jour de la commission qui concerne l'attribution des subventions, l'ensemble des documents nous ont été donnés. Nous avons discuté point par point de cette subvention, pas d'observation. Autant j'en avais pour la commission des finances. J'entends qu'on dit qu'on n'a pas les documents. Enfin, voilà. Je sais très bien ce que j'ai vu. Et moi aussi, du coup, je vais faire une petite remarque. Effectivement, c'est une commission qui est. C'est une commission où on a travaillé. Effectivement, là, on avait le sentiment d'avoir travaillé, où effectivement, on a échangé, on avait les dossiers des subventions, les dossiers des associations. Et j'en ai bien qu'effectivement, là, c'est une commission où on a le sentiment d'avoir participé. Et du coup, je vous en félicite justement. Et on aimerait que dans les autres commissions, sur les autres sujets, on puisse aussi participer. Et d'ailleurs, ce qu'on a dit lors de cette commission, c'est qu'effectivement, les choses se sont précipitées depuis le mois d'octobre, et que à l'avenir, sur cette subvention, on aura des réunions qui nous permettra aussi de définir ce qu'on avait dit pendant la commission, de définir les conditions d'obtention de ces subventions. Donc ça, c'est des sujets qu'on travaillera certainement prochainement. D'ailleurs, c'est ce que vous avez dit qu'on y participerait, et c'est avec plaisir. Donc ça, effectivement, on est d'accord. D'autres observations, d'autres questions? On va poser. Qui est contre ces subventions? Ah, pour, d'accord. C'est pour les usagers de la UPPM? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Elle l'a limité. On passe aux subventions exceptionnelles. Après avoir délibéré sur l'attribution des subventions d'associations pour le fonctionnement courant, il y a lieu d'étudier des demandes de subventions faites à titre exceptionnel. Elles sont détaillées ci-dessous. Alors, petit rectificatif, on a mis une grande enfant, mais en fait, c'est plutôt le bateau de Piriac. Là, on a notre bateau de Piriac à 30 ans. Il est un peu vieillissant et il a besoin de grosses réparations. Voilà. Je peux changer un certain nombre de pièces maîtresses pour la coque. Rodolphe va un peu expliquer les archers, les volutes, les violons, ça. Et le moteur.
qui devrait être changé. Donc, c'est un coût très très important pour votre petite association. On va s'assurer parce que voilà. Et du coup, vous avez demandé une subvention importante à la commune et de notre décision dépendra aussi la subvention départementale, si j'ai bien compris, qui devrait être la même hauteur que celle de la subvention commune. Donc, ça c'est pour le. On va les traiter par une. Oui, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Hein. Donc, est-ce que vous. Donc, là, en fait, l'association Bateau de Pirac demande une subvention de 50 000 euros, c'est pas parce qu'il y avait une demande que ça va être accordé. L'idée, c'est qu'on en discute ensemble. On en a parlé effectivement au bureau municipal ouvert. On avait du mal à se projeter, nous, et on ne voulait pas prendre la décision seule, on voulait vraiment que ce soit avec vous. Nous, ce qu'on proposait, alors, si vous en êtes d'accord, hein, c'est peut-être de le faire sur 2 exercices. 50 000 euros, c'est quand même énorme. Et si on ne met pas 50 000 euros, c'est-à-dire que le département ne donnera pas 50 000 euros, sauf qu'ils ont vraiment besoin de cette somme pour payer le chantier du KIP, là où le bateau va être réparé, sachant quand même que le chantier du KIP finira ses travaux en 2025. Donc la somme, la facture arrivera en 2025, je pense qu'on peut le faire sur 2 exercices. Et on se disait peut-être la diviser par 25 000 euros sur 2024, plus 25 000 euros sur 2025. Et c'est ce qu'on voulait proposer pour la restauration du bateau. Est-ce que vous avez des avis, des questions sur ce sujet? C'est quoi la demande? 50 000. Et sur un an ou sur 2 ans? Et ben, eux, il va falloir qu'ils demandent 50 000 sans nous dire sur un an ou sur 2 ans. La demande, c'est 50 000 pour que le département leur offre aussi 50 000. Ils font appel aussi à des mécènes, parce qu'ils sont publics, donc ils peuvent aussi faire appel à des mécènes et ils ont fait un appel au don, ils vont commencer à arriver. Ça leur coûte 131 000 en tout. Là, nous, on se disait, on peut leur donner, si on donne 50 000 cette année, ils peuvent faire une avance au chantier du guide et ils peuvent payer aussi le reste à payer en 2025. Ça n'impactait pas trop le budget de subvention de la commune que de le faire moins, en tout cas que de donner 50 000 d'un coup. C'est vrai que j'ai juste une question. Pour le département, il compte aussi donner en 2 fois ou la subvention sera donnée en 2 fois? Aucune idée. Après, c'est en fonction du besoin. C'est vrai que ce qu'il faut, c'est que la demande d'aide de Piriac et demande à la municipalité d'aider la ville de Piriac pour l'aménagement, pour la réfection du bateau. Donc, ce qu'il faut, c'est que ça réponde à leurs besoins. Si effectivement c'est 25 et 25, ça leur va, on peut faire ça. Après, c'est plus une gestion administrative, financière et comptable. Oui, on avait demandé au président et lui, c'était possible, c'est quelque chose qui était faisable. Le chantier va durer 6 mois, donc ça se terminera en 2025, donc ça peut être sur des exercices évidemment qui vont faire ça. Mais si le département va à notre hauteur, c'est-à-dire que par contre, on leur indique bien qu'on va leur retrouver 50 000 euros, parce que le département a juste besoin de ça, de l'acceptation des 50 000 euros. Après, de la façon dans laquelle on va la verser, c'est purement comptable. On va donc voter pour cette subvention exceptionnelle qui est contre. Alors, par contre, là, on vote pour On va les faire à une par une. Donc, si ça marche, parce qu'il y a une délibération. Oui, mais là, on va peut-être séparer la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Deuxième subvention exceptionnelle. Alors, la deuxième subvention concerne une demande de la SNSM pour le remplacement d'une motopompe pour un montant de 1 114,80 €. Alors, c'est possible, c'est vraiment le deux qui nous a adressé. De la motopompe. Après, je pense qu'il n'y a pas de débat. Non, pas de débat, pas de question. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Retrace comédie. Retrace comédie, là, c'est une demande exceptionnelle pour des locations de gradins. Le montant de la subvention exceptionnelle est de 1 000 €. Une question? Là, je vais revenir parce que c'est un sujet qu'on avait quand même abordé à la commission
structures et vie associative. C'est vrai que c'est un sujet que je connais parce que j'ai été président de cette association et c'est vrai que on a commencé les gradins en 2018 et il y a une vraie question, c'est que c'est vrai que les subventions exceptionnelles doivent être motivées par un devis ou une facture. Je sais très bien que le devis ou la facture n'est pas de 2 000 €. Donc ça veut dire que est-ce que sur une subvention exceptionnelle, on peut se permettre de payer un pourcentage d'une facture ou d'un devis, parce que du coup, c'est ça. Et surtout si en demande exceptionnelle, c'est-à-dire que c'est que aujourd'hui, la salle Guerdigno, qui accueille le théâtre, ne permet pas d'avoir un spectacle, ne permet pas d'avoir, de faire du spectacle suffisamment bien. C'est pour ça qu'ils sont dans l'obligation, en fait, c'est une obligation de louer un gradin. Et moi, c'est vrai que ce que j'estime, c'est que ce n'est pas à la troupe de théâtre de faire en sorte d'investir de l'argent pour pouvoir réaliser son activité artistique. Donc c'est vrai que, on en a discuté pendant la commission, c'est vrai que j'aurais préféré que l'articulation de la subvention soit plutôt 1 000 € en subvention de fonctionnement et 3 000 € en fonctionnement exceptionnel, puisque pour moi c'est vraiment la municipalité de prendre en charge la totalité de la facture du gradin. Et ce qui emmène une autre question, c'est que si c'est vraiment exceptionnel, ça fait quand même 4 ans que c'est exceptionnel, c'est qu'il faut quand même aussi qu'on se pose la question sur l'investissement dans ce genre de matériel. Parce que là on paye 1 000 €, mais c'est pas vrai, on sait très bien que c'est pas 1 000 €, c'est plus proche des 4 000 que des 1 000. Donc ça veut dire 4 000 € tous les ans, c'est-à-dire qu'au bout de, enfin, j'ai des filles, hein, au bout de 5 ans, on paye des gradins. Si on 60 000 € sur les devis, sur les gradins qui sont intraitables, des choses comme ça, mais je vous ferai c'est un autre débat sur le truc, mais il y a une vraie question à avoir là-dessus. Non, mais après, oui, le monte des gradins, c'est fini, c'est vraiment cher. La salle n'est pas super adaptée pour aussi, on perd en capacité, donc c'est à date, je crois que ce soit vraiment ambitieux d'investir dans des gradins, mais la salle n'est pas adaptée pour. Ça serait bien qu'on en discute en commission. On pourra. Qui est contre cette subvention à votre midi, qui s'abstient à l'unanimité. Enfin, la dernière, les Coraline Corolaine pour l'accueil de la chorale de Turin. Ben, on n'a pas appelé ici. C'est une demande de subvention exceptionnelle voilà, pour l'accueil de la chorale de Turin dans le cadre de la semaine italienne. Voilà. C'est pour participer quand même à. Alors, on voulait pas en discuter avec vous. Cette association donc, qui organise une chorale le vendredi soir sur la semaine d'escapade là, de chez Tafirequez, propose un concert et on lui met à disposition un minibus. Un concert à l'église. Oui, ça attend. Et on lui met à disposition les minibus pour. Ils sont là pendant une semaine, les Turinois, ils sont tous en piste, c'est là que là, pour la Turin qui vient. 40. Je sais pas combien ils sont, en tout cas, on les accueille pendant une semaine, et, ils sont logés chez l'habitant. Donc on leur prête les minibus, on leur fait un peu d'accueil pour leur arrivée, et ensuite ils ont besoin de ces 3 000 € pour nourrir en fait les chorales sur leur temps de présence. Donc voilà, c'est important que vous ayez tous ces éléments-là avant de voter, et on peut aussi discuter, et ça peut être aménageable. On avait vu en commission avec Xavier s'il pouvait éventuellement intervenir autre part que dans l'église. C'est vrai que c'est une subvention qu'on disait que c'était quand même assez important. Donc, pendant la semaine italienne, on va voir un peu s'ils peuvent pas faire de choses dans la ville. 120 personnes dans l'église, ça fait qu'ils font un concert, finalement, pour 120 personnes qui sont les membres de l'association, enfin, les proches des membres de l'association. C'est vrai que derrière, Ouais, parce que c'est vrai que sur cette subvention exceptionnelle, j'ai un petit peu plus de mal, même si j'ai très bien la Coraline, il n'y a pas de souci.
c'est que si on reprend les cas de subventions exceptionnelles, c'est vrai que le grand normand, c'est un taux de Piriac, je pense que c'est indiscutable, c'est l'essai de un débat. Et ce que je disais tout à l'heure sur les locations de gradins, c'est pour soutenir un besoin que la mairie n'arrive pas, que la SAM ne permet pas de faire. Par contre, j'ai beaucoup plus de mal avec le fait d'accueillir qu'une association accueille une autre chorale et qu'on demande une subvention exceptionnelle pour pouvoir les nourrir, j'ai un peu plus de mal. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si je reste sur votre comédie, ils font appel à une troupe qui vient de Bordeaux, il leur faut 4 000 € pour les nourrir, on va leur donner une subvention de 4 000 €. Moi, j'ai beaucoup plus de mal, et je crois que je vais m'abstenir sur cette délibération. Non, non, mais c'est ce qu'on propose en tout cas. C'est ce qu'on propose à la délibération. C'est ce qu'ils ont demandé. Oui, c'est ce qui est demandé, mais c'est ce qui est demandé, mais c'est ce qui est proposé à la délibération. Dans le sens, c'est la base qu'on a. Donc c'est vrai que sur ces 3 000 €, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal, on peut parler en commission. Parce qu'effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, ils sont aux alentours de 6 000 € de 100 009 de trésorerie, ils manquent 3 000 € pour subvenir à une manifestation qu'ils veulent faire. Bon, après, ça aurait été parce qu'effectivement, ils auraient pu faire un spectacle dans les salles Cardinaux et le Jardin, on aurait dit oui, parce qu'ils ont fait le choix d'inviter 70 personnes et de les nourrir. Ils ont aussi le droit de faire comme des écoles, ils ont aussi le droit de faire ils ont le droit de faire des retours, ils ont le droit de faire des repas aussi pour gagner de l'argent. Donc moi, je suis obligé là-dessus. Ouais, bah, non, mais nous-mêmes, on est partagés aussi sur cette demande. On participe déjà pour les minibus, on a la salle mini-school à la disposition, plus le branche d'accueil. Nous, ça nous semblait aussi très élevé comme demande. Et à l'initiative des membres de la commission on avait proposé 1 500 € sachant qu'on va prendre une partie déjà au minibus et leur demander en plus de faire l'animation dans la rue et le brunch. On peut peut-être prendre 2 options. J'avais juste une question, est-ce qu'on a eu un devis? C'est une estimation d'ouvrier ou est-ce qu'il y a un devis en face de cette demande? Non, c'est une estimation. Pour moi, c'est même pas encore sur le montant, puisque je peux dire on va les donner. Moi, c'est plus la porte ouverte, en fait, à se dire, finalement, les choralines, ils ont invité une chorale de Turin, la mairie nous a donné 100 000 €. Donc moi, je suis le club de foot, je dis, tiens, on va faire venir le club je sais pas, moi, des Côtes d'Armor, et puis on va demander 2 000 €. Quoi. Il ne fallait pas coacher, mais on est d'accord. Pour moi, c'est pas le but non plus. Alors, est-ce qu'on propose de couper la poire en deux et de leur octroyer 1 500 € pour soutenir D'accord, je ne me rends plus la position de pièce au prix de 5 900. Mais ou est-ce qu'on leur demande s'ils peuvent nous faire un autre concert en extérieur? C'est vrai que l'église, c'est 150 personnes. même pas, enfin, j'ai noté 120, je crois, là. C'est restreint. 5 765 pour 90. Je sais pas, par exemple, On peut proposer des options, c'est-à-dire 3 000 s'ils acceptent de faire un deuxième concert. 3 000 s'ils acceptent de faire un deuxième concert, 1 500 s'ils n'acceptent pas de faire un deuxième concert. À la négo, on peut leur proposer. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette négo et est-ce qu'on délibère en ce sens ou... Donc on leur propose un deuxième concert pour 3 000 €, ou on coupe la poire en deux si ils n'acceptent pas de faire ce deuxième concert. Est-ce qu'on est... Et s'il y a un concert, c'est on mise sur la météo et il fera beau et c'est dehors, ou est-ce qu'on a une salle alors
que comme c'est un week-end un peu chargé. Ils ont Mini School toute la semaine. Peut-être on aimerait faire un concert à Mini School. Comme on leur laisse la salle. On va faire 3. Alors, ils vont faire un concert à Vesca et un concert à la Suite. Et ben, on va demander une subvention à Vesca. Ils feront peut-être une demande à Vesca. Du coup, je vais proposer la négociation 100 concerts, 100 deuxième concert, 3000 avec un deuxième concert, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Alors, on a terminé les subventions, mais ce n'est pas fini pour Philippe, puisque maintenant nous allons parler d'attribution de compensation provisoire de caractère. Par délibération en date du 21 décembre 2023, le Conseil communautaire a fixé le montant de l'attribution de compensation provisoire 2024 de l'ensemble des communes de l'EPCI réparties dans le tableau qui est derrière annexé. Pour Kayak, ces attributions de compensation provisoire 2024 sont négatives et s'établissent de la manière suivante. 313 808 € en dépenses de fonctionnement et 158 932 € en dépenses d'investissement, soit un total de 472 740 €. Il est donc demandé au Conseil municipal d'acter les montants des attributions de compensation provisoire pour l'année 2024 qui seront présentés lors de la séance du Conseil municipal, dire que les crédits sont inscrits au budget 2024 et d'autoriser Madame la maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l'application de cette décision, et notamment les bordereaux comptables permettant de mandater les attributions de compensation provisoire revenant à Cap-Atlantique par 12e dans l'attente de la détermination des attributions de compensation définitive. Donc, le tableau est joint. Voilà, si vous avez des questions. Moi, enfin, juste pour l'information, je vais donner un peu plus de détails quand même sur ces attributions, parce que finalement, c'est bien le calcul des attributions de compensation de taxes professionnelles l'année 2024. J'ai devant moi aussi celle de l'année 2023, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est assez incompréhensible de se dire que finalement, Kayak paye toujours 400, l'année dernière c'était 443 000 €, cette année c'est 472 000 €. 449. Ah bah moi j'ai 440 c'était sur le document du conseil municipal, c'était 443 565. Ah oui, mais c'était les provisoires. Ouais, peut-être. Ouais, voilà, c'est un chose, on n'est pas loin. C'est plus sur le principe que sur la somme. C'est vrai que bon, on s'aperçoit que les rentes, c'est plus, eux, ils touchent 1 346 000. Cette année, l'année dernière, c'était 1 600 000. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus que ça a duré combien de temps? Enfin, les avis, c'est sur le fait Pour tout vous dire, le conseil municipal s'est penché sur la question suivante: quel était le coût réellement pour la commune de la mutualisation des moyens pour ce qui est de l'étude des permis et de l'informatique. En fait, ça s'est posé au conseil municipal et la question c'était de savoir comment font les communes qui ne recourent pas dans les mêmes proportions à ces services. Donc, ça concerne la ville de Saint-Wolf et ça concerne la commune du Croisic. Et j'avais pris l'initiative d'interroger l'adjoint du Croisic sur le sujet, M. Coty, tout à fait, qui m'avait dit que la directrice générale des services me donnerait un rendez-vous, mais elle ne m'a pas recontacté, je ne l'ai pas relancé aussi, c'est aussi de ma faute. Mais c'est vrai que ça serait intéressant un jour que l'on ait comparaison, combien ça coûte pour une commune, pour une commune de Croisic, et combien ça coûte pour une commune comme Périac. Ce ne sont pas des communes de même taille, mais c'est vrai que là, on ne sait jamais. En fait, on voit que ça augmente, on sait que le pacte fiscal financier a été augmenté, on va voir pour les prochaines années un surcoût, mais les gens qui n'ont pas fait ce choix-là, je ne sais pas trop combien ça leur coûte. C'est vrai que je serais curieux de le savoir, mais je vais relancer la mairie du Croisic
on doit pouvoir l'avoir, puisqu'on a la commission de public et Valentine, donc on va demander des détails sur notre commune. C'est intéressant de faire comparatif, parce que c'est vrai que dans certains cas, on fait 700 000 par exemple. Parce qu'on nous vend toujours le principe que la mutualisation est quelque chose qui va nous faire tendre à réaliser des économies, et on s'aperçoit que parfois, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le choix, on pourra voter, mais ce serait bien d'avoir un contrôle et qu'on sache. Oui. Il y a le médical aussi, numérique. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On va passer à la convention CPIE pour l'animation d'actions liées à l'environnement et ses petits aménagements. Donc, il s'agit de signer une convention de partenariat avec le CPIE, qui est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement et qui a pour but de contribuer à la promotion de l'environnement et du développement durable au travers de partenariats avec les acteurs et les territoires. Donc, comme tous les ans, le CPIE propose des actions de sensibilisation du grand public et aussi des enfants. Avec des sorties nature, qualité de l'eau et biodiversité sur les stands. Il y a 4 sorties prévues. Animation d'un sentier rando-cuir, une sortie nature botanique avec Victor Le Moulin. Animation d'un stand sur la plage de Guérin, sujet de la préservation de la dune, des laisses de mer, des déchets et des mégots. Enfin, pas la préservation. L'animation scolaire thématique sur les oiseaux, des animations biodiversité littorale avec le PEJ. Le coût de ce partenariat pour l'année 2024 représente 8 351,25 € pour la commune. Du coup, est-ce que vous avez des questions, des observations sur la convention CPIE? Non, moi je peut-être une remarque sur le CPIE, c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui est très actif, qui fonctionne vraiment très très bien, et c'est vrai que j'avoue que pour l'ensemble aussi des conseillers et du public, c'est vrai que si un jour on pouvait peut-être les inviter pour qu'ils nous expliquent un peu toutes les actions aussi que eux font, c'est vrai que c'est quand même très très intéressant. C'est vrai que c'est dans les actions qui montent, c'est des vraies animations, et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de valeur. Déjà, c'est bien de participer aux actions, aux événements, ça donne une bonne idée, Et justement, pour motiver les actions, c'est aussi de. Très ravi, je pense. Oui, je suis complètement ravi. C'est pour ça que je me permets de dire, c'est qu'ils sont très ravis de bien présenter dans la culture. Qui est contre cette convention? Qui s'abstient? À l'unanimité. On va voir ensuite la convention, là on en parlait tout à l'heure, la circuler la convention de gestion relative à l'entretien et à la gestion des aménagements de voirie et cyclables sur la RD 99, toujours Isabelle. Alors là, il s'agit de signer une convention pour l'entretien et la gestion des aménagements de voirie et cyclables de la RD 99. L'objectif de cette convention, c'est de répartir les charges des conditions de gestion des aménagements de voirie réalisés sur le domaine public départemental sur une section de la RD 99. Et le périmètre, c'est du point PF 13 plus 857, du point PF 15 plus 857. En résumé, ça a 91 mètres, c'est le carrefour du chemin de Sissac. Voilà, donc cette année, les travaux vont s'arrêter là, c'est tout. Et donc, on nous demande de nous engager sur l'entretien de cette petite portion de voirie qui va être aménagée. Vous avez des questions, des observations? Voilà, donc c'est vraiment toute petite partie, c'est 92. On aimerait que ce soit beaucoup plus parce qu'on aimerait que ça aille plus vite, ce sentier vélo, mais là on voit bien, on gagne 91 mètres de sentier sur la Qui est contre l'entretien de cette voie de 92 mètres? Qui s'abstient? À l'unanimité.
On passe au sujet numéro 12, la dénomination de la venelle Jean-Paul Belmondo par Rodolphe Verroux. Donc Jean-Paul Belmondo a passé les vacances avec sur mer dès l'âge de 14 ans. Ses parents, très attachés à la petite cité de Caracas, l'ont fréquenté de 1947 à 1980. Les gens du cinéma français, dont la mort à l'âge de 88 ans en septembre 2021 a suscité une forte émotion, les élus ont souhaité pouvoir lui rendre hommage. Il est proposé au conseil municipal d'honorer la mémoire de Jean-Paul Belmondo, comédien, producteur de cinéma et directeur de théâtre français, en dénommant la venelle piétonne reliant la rue du Calvaire au parking mairie, venelle Jean-Paul Belmondo. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de dénommer le cheminement piéton qui relie la rue du Calvaire sur la parcelle AB 188 et le long de la parcelle AB 819, venelle Jean-Paul Belmondo. J'ajouterais que c'est la volonté des élus, mais c'était surtout la volonté de l'ancienne équipe municipale, et notamment de Bernard Bidot, qui participe encore à ce travail et qui se met en relation avec la famille Belmondo, qui se déplacera lors de l'inauguration de cette venelle qui aura lieu fin juin. Est-ce que vous avez des questions sur la dénomination de cette venelle? Des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Rodolphe, tu vas nous parler de projet urbain également. Sujet numéro 13. Autorisation donnée à la mairie de signer de permis d'aménager modificatif pour le parking paysager rue de Grain au nom de la commune. Voilà, donc un permis d'aménager modificatif pour l'aménagement d'un parking public paysager a été déposé le 8 mars 2024. Les modifications du permis d'aménager, initialement accordées le 12 mai 2023, portent sur 3 points. Le périmètre qui est agrandi pour englober les aménagements pour la mise en sécurité du carrefour rue de Talouette, rue de la Tranchée, rue de Grain. La transformation de l'abri vélo en abri pour sanitaire automatique. La démolition, reconstruction du mur ouest. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame la maire à signer le permis d'aménager modificatif. Des questions? Des observations? Oui, j'ai une question parce que là, quand on lit la délibération, il est écrit considérant que la maire ne peut solliciter dans l'intérêt de la commune une autorisation d'urbanisme que si elle y a été précédemment habilitée par le conseil municipal et le projet déposé par la commune de Clairières-sur-Mer en cours d'instruction, c'est les suivants. Donc là, c'est bien le permis modificatif. Mais il a été déposé le 8 mars. Alors, s'il a été déposé, il a été signé. Donc, quel est l'intérêt du démonter? Là, on nous dit, on nous dit. Il est bien marqué, un permis d'aménager modificatif. Donc, c'est bien la même chose. Déposé, c'est bien le même acte administratif avec le même numéro qui est visé. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas. S'il a été déposé le 8 mars 2024, je suppose qu'il a été déposé signé. De sorte que je ne comprends pas quel est l'intérêt de s'autoriser a posteriori à le signer. Alors oui, effectivement, il a été déposé, il n'a pas été encore marié, mais il a été déposé le 8 mars, modificatif. Alors il a été modifié à la marge. Non, mais c'est pas comme ça. Oui, je l'ai compris, c'est encore de temporalité. Je ne sais pas si mais non, en fait, elle n'a pas été déposée. Il a été travaillé, il a été écrit. On attendait, c'est ça. Oui, il n'a pas été déposé. On voit la date, mais j'avais pas fait attention. Non, il n'a pas été déposé. Donc, il n'a pas été déposé 8 mars. Il a été préparé, quoi. Il est rédigé. Préparé le 8 mars. D'autres questions, d'autres observations? Alors, concernant la forme, c'est une chose, l'idée, c'est tout. Effectivement, c'est pas quelque chose que nous on trouve légitime et intéressant pour
d'imaginer que cette zone qui est plutôt rare, située si proche du bourg, aurait pu éventuellement servir à d'autres, en tout cas d'autres fonctionnalités qu'un simple parking. Et en tout cas, on aurait aimé que ce soit aussi débattu, échangé, que ce soit dans les commissions ou dans toute autre rencontre. Et pourquoi pas investir aussi la population sur le sujet. Donc c'est quelque chose qui a été entériné. La volonté c'était de reprendre ce qui avait été fait et initié par la précédente municipalité. Voilà, est-ce qu'il y avait bien une urgence sur ce sujet? On n'en est pas convaincu et peut-être qu'on passe à côté de belles opportunités. Oui, effectivement, alors ça a été débattu parce qu'il y a la commission culture, vous avez proposé que ce soit une bibliothèque, et la commission sociale, vous avez proposé que ce soit une résidence autonomie ou un logement du logement. Donc ça a été débattu, vous avez même fait vos propositions, il y a eu 4 propositions différentes. En l'occurrence, on vous a dit, on vous a répondu que là, on voulait pas de construction, et je ne sais pas si on ne voulait pas, c'est que la construction était impossible parce qu'il fallait possible, mais ça allait demander d'abord une étude de sol, il fallait creuser, et creuser c'était des prix archéologiques qui pouvaient durer très longtemps et qui pouvaient coûter très cher. Le choix effectivement a été fait de faire des parkings dans Trébourg parce que le bourg-et-Piton, on voit très bien la difficulté qu'il y a à stationner. Et il suffit d'être allé voir ce week-end, le parking était plein. Il y a quand même il y avait du monde sur le parking. Mais il y avait du monde, et il était plein. À quelle heure? Ah bah, les heures d'influence, c'est-à-dire entre 11h et 14h. En tout cas, selon nous, il a son utilité, puisqu'on souhaite que le bourg reste suffisant. Et donc, on a un besoin de stationnement. Voilà, si vous avez d'autres solutions de parking, voilà, vous pouvez aussi proposer. Pour le moment, vous avez proposé effectivement 4 solutions différentes de construction de parking. Ça n'est pas notre Après, le débat, il n'est pas sur est-ce que c'est. Enfin, voilà, ce qu'on souhaitait, ce qu'on souhaitait, c'était pouvoir échanger et on n'arrive pas avec une réponse. On ne décide pas, c'est ça qu'il faut faire. On n'a pas la science infuse. Effectivement, il faut se poser des questions, il faut échanger, il faut entendre tout le monde. Et on trouve que cette décision est un peu rapide. Alors d'accord, il y a déjà eu quelque chose de déposé, mais voilà, ça aurait pu peut-être prendre, on aurait pu prendre pour le coup un peu de temps et réfléchir, parce qu'effectivement, il y a une vraie logique aussi d'aménagement, enfin, de circulation au niveau du bourg, comment on y a accès, surtout dans les grandes périodes d'affluence. Mais là, on sait très bien que les grandes périodes d'affluence, c'est juillet-août, et le parking, bah oui, il va servir sur cette période-là, certainement. Mais du coup, on se prive quand même peut-être d'autres choses, et encore une fois, on ne dit pas que c'est ça ou ça qu'il faut faire, c'était juste des hypothèses, et on aurait aimé pouvoir en discuter, voilà, plus longuement. Là, on est un peu plus court, et effectivement, on peut avoir des idées, mais ce qui aurait été mieux d'avoir nos idées, c'était d'entendre tout le monde et surtout de pouvoir en débattre. Voilà, mais plus longuement que ce qu'on a pu faire. Des fois, on va assez vite, des fois, on va trop vite. Surtout que si on fait autre chose, après, on va nous dire on aurait dû faire des parties. Avec mon temps, comment ça va? Et là, l'argent est dépensé pour cette étude. Donc, si on ne fait pas ça, on va nous dire vous avez dépensé l'argent par les fenêtres. Voilà, c'est l'argent. L'argent, on va faire des études pour autre chose en plus. En fait, c'est juste qu'on n'a pas du tout les mêmes visions et les mêmes choix. Après, ça fait partie de la démocratie. Et c'est du contradictoire, parce qu'on nous a écoutés, on a écouté vos projets. Effectivement, on n'a pas été dans votre sens, mais on en vous a entendu, on a entendu les projets. On n'a pas longuement échangé, puisque vous avez bien compris que nous, on ne voulait pas aller dans ce que vous vouliez. On est désolé, on comprend bien que ça ne vous plaît pas, mais c'est comme ça. Ça s'appelle la démocratie. Donc, je voudrais simplement dire que pour ma part, ça ne va tout à fait, puisque c'est ce que nous devions mis dans notre programme. Voilà. Et si je peux rajouter, ça reste un parking et dans un temps futur ou maintenant, je pourrais toujours être construit. Et du coup, pour répondre à ce qui a été dit aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des choses qui avaient déjà, il y avait déjà de l'argent engagé, puisque effectivement, c'est juste une modification, puisque effectivement, ça correspond à un projet qui avait été fait par l'ancienne municipalité, mais il y avait d'autres projets tels que la bibliothèque que vous avez pourtant abandonné et vous avez dépensé de l'argent et donc ça c'est juste pour répondre à la question. Et ceci dit, c'est vrai qu'il y a aussi des problématiques, c'est vrai, au travers de ce parking, que finalement, c'est vrai qu'on peut dire qu'on a été écouté, hein, mais bon, pas convaincu. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la zéro artificialisation nette qui va rentrer en compte. On n'a plus de réserve foncière.
foncière, enfin, il y a toutes ces questions-là. Quand j'entends, quand on dans la dernière conseil municipal, qui dit qu'effectivement, on pourrait repenser effectivement le stationnement avec aussi des systèmes de transport local pour aller chercher dans les campings. Effectivement, Christophe, tu m'as dit, c'est pas avec 2 minibus qu'on va déplacer 25 000 personnes, mais je suis d'accord aussi que c'est peut-être pas avec un parking de 200 places qu'on va stationner 5 000 voitures. Donc, il y a une vraie démarche de stationnement à réfléchir sur Cuiriac. Est-ce que finalement c'est ici? Est-ce qu'on peut, comme faire le choix de différentes stations balnéaires, on fait le choix de mettre des parkings plus à l'extérieur et d'amener un système de transport qui permet de ramener un intramuros? C'est vrai que ça va être notre entrée de village qui sera un parking. Oui, alors après, sur la ZAN, sur la zéro artificialisation nette, justement, l'idée de ne pas construire, c'est justement pour préserver les salles. Et sur ce parking, ça sera la pierre terre, ce sera perméable, l'eau pourra aller. On va pas artificialiser cette zone. Sur la réserve foncière qu'on fait, on en a parlé, on en a parlé tout à l'heure, dans le budget, c'est la réserve foncière, pas forcément pour demain, c'est pas pour la construction tout de suite, puisque ce sera au fil de l'eau et au fil des demandes. Pour le moment, on n'a pas de demande énorme. Donc, on n'a pas lieu de faire de la grosse construction. On fera de la réserve foncière sur des zones plus éloignées du bourg pour effectivement vivre, pour accueillir une famille. Mais c'est encore un choix politique, c'est un choix que l'on fait, qui n'est pas le vôtre, ça on l'entend complètement. Donc là, on va pouvoir peut-être voter. Je dois juste poser une dernière question, parce que c'est une question technique du coup. Est-ce que du coup, sur ce parking, on ne sera pas dans l'obligation d'implanter des panneaux photovoltaïques qui est aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2023, pour les parkings qui sont couverts à 50% des parkings de plus de 1500 m2, seront dans l'obligation d'être couverts? Ce n'est pas une obligation, c'est une préconisation. On le fera peut-être, effectivement, ça peut être. Alors, on le voyait beaucoup plus sur le parking Pousson. On n'est pas sur les, je crois pas qu'on est sur les 1500 m2 sur ce parking. 50% de 1500 m2. Oui, mais il faut que le parking fasse 1500 m2 pour qu'on ait une couverture de photovoltaïque. Alors, si on est dans l'obligation, on le fera. Mais c'est dommage, parce que l'idée aussi c'était de préserver la vue exceptionnelle qu'on a quand on descend et qu'on n'avait pas avant quand il y avait les CTL. Mais peut-être qu'on n'aura pas le choix. C'est exactement l'argument que Isabelle nous a donné, qu'il y avait cette bonne volonté, parce qu'effectivement il y avait la vue. La vue, elle sera peut-être cachée par des panneaux. Non, ils seront bas les panneaux photovoltaïques. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Camping les Amis de la Nature, autorisation de déposer une demande d'urbanisme sur un terrain communal, c'est toujours 3,9. Oui, pour le parking, on est en ZAENR, c'est pas une surface qui avait été identifiée pour la cause de 14. Voilà, donc pour l'autorisation de déposer une demande d'urbanisme sur un terrain communal, le camping des Amis de la Nature. Suite aux travaux de restauration du cours d'eau d'Anoë Malade, par Cap Atlantique, une grande partie des clôtures du camping des Amis de la Nature a dû être enlevée. Ainsi, il a été mis en évidence une inadéquation entre les limites physiques du camping et le découpage cadastral. Une partie des clôtures à refaire sont situées sur un foncier communal. Avant de procéder à la régularisation foncière et afin de permettre à l'Union touristique des Amis de la Nature de sécuriser l'enceinte du camping, riveraine du cours d'eau, il convient de leur permettre de réaliser cette clôture en déposant dans un premier temps une déclaration préalable de travaux. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser l'Union touristique des Amis de la Nature à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme sur la parcelle AY numéro 15, propriété de la commune, entre autres relatives à la réalisation d'une clôture. Des questions, des observations? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Toujours à Toronto, la régularisation foncière du camping des Amis de la Nature. On reste au même endroit. Voilà, après cette autorisation pour la clôture, enfin, la régularisation foncière.
Le découpage des parcelles AY, AY25 et AY26 appartenant à l'Union touristique des Amis de la Nature, 6 route de la Ville Malade, et celui de la parcelle AY15, propriété de la commune, et constituant le cours d'eau, ne correspond pas aux limites physiques du camping. Ce foncier non constructible est situé en zone naturelle, sert de voie de desserte interne au camping. Le camping des Amis de la Nature est associatif et œuvre pour le respect de la nature et de l'environnement et fait partie d'une association internationale. Conformément au plan projet de division juin, il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession à l'euro symbolique de ce foncier d'une surface de 219 m² au profit de l'Union touristique des Amis de la Nature, de déclasser ce foncier appartenant au domaine privé de la commune et d'autoriser Madame la maire à signer l'acte de vente à l'euro symbolique au profit de l'Union touristique des Amis de la Nature. Il est demandé au conseil municipal de prononcer le déclassement d'une surface de 219 m² de la parcelle AY15 conformément au plan de géomètre établi par CARTA, d'approuver la cession d'une surface de 219 m² de la parcelle AY15 conformément au plan de géométrie établi par CARTA à l'euro symbolique, à l'UTAN, d'autoriser Madame la maire à signer l'acte de régularisation foncière de tout document afférent à ce dossier. Des questions? Des observations? On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On va passer aux ressources humaines avec Philippe Lessement sur la modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions de suggestion de l'expertise de l'engagement professionnel d'Ilori-SEC. Oui, je vais essayer de faire court. En fait, on vous propose de revenir sur le maintien du régime indemnitaire en cas d'absence des agents qui avaient été supprimés dans la mandature précédente. Et en fait, on va revenir sur la suppression de la diminution par 30e de l'IFSE pour cas d'absence de maladie. Et on va en profiter aussi pour revaloriser la revalorisation de l'IFSE de 30 € pour inclure la prime de pouvoir d'achat. En fait, on avait le choix, c'était soit un one-shot sur une prime qui va toucher là, et on leur a proposé aux agents une augmentation en fait, de l'IFSE de 30 €. Donc, il va venir chaque mois se rajouter sur leur salaire. Des questions? Observations? Alors, une petite observation, en fait, moi je vous félicite que vous le remettez parce que c'est vrai que j'avoue que quand on avait voté le 17 sur un bandage, j'avais voté pour, sans savoir vraiment ce qu'on votait, et c'est vrai qu'après j'avais vu Mme Labine qui m'avait expliqué, et c'est vrai que j'en votais bien en fait. Donc je suis bien content qu'aujourd'hui vous corrigez les erreurs qu'on a pu faire. Ceci dit, ce que m'avait expliqué Mme Labine, c'était que le RICSEP avait été en fait aussi étudié et travaillé avec les agents. Alors, je ne sais pas si ça, vous pouvez confirmer ça. Et là, je voulais juste savoir si ça avait été retravaillé avec eux et si. Absolument. Alors, moi, pour ce qui est dépassé, je ne sais pas comment la décision a été prise. Mais là, en fait, on a passé ça en commission technique avec les agents. Décision collective. Est-ce que vous êtes contre? Abstention? À l'unanimité. On est toujours sur les ressources humaines, sur la protection sociale, et c'est encore à toi, Philippe. Alors, la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique et territoriale est ici par l'ordonnance numéro 2021-169 du 17 février 2021, place la couverture des risques prévalence et de santé des agents au premier plan de la responsabilité des employeurs publics territoriaux. Nous vous proposons de donner mandat à un centre de gestion de Loire-Atlantique qui serait coordonnateur d'un groupement de commandes constitué des 5 centres de gestion des régions du Pays de la Loire pour l'organisation, la conduite et l'animation du dialogue social au niveau régional en vertu des dispositions de l'accord collectif national du 11 juillet 2023 portant réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale. Et
de donner mandat au même centre de gestion de Loire-Atlantique pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion de conventions de participation pour la couverture du risque de prévoyance. C'est une consultation, ça ne nous engage pas. Non, c'est une consultation pour trouver la meilleure protection des agents. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Et toujours ressources humaines, mais là, c'est Florian qui va prendre la parole. Il s'agit du LAFE, accueil enfants parents. Dans le cadre d'une convention avec l'association Atlantique Anjou, signée le 29 mars 2022, la collectivité met à disposition les anciens locaux des accueils rue de Grenouillet pour permettre le fonctionnement d'un lieu d'accueil parents-enfants. L'article 3 de la Convention précise les frais inhérents au fluide et à l'entretien des locaux sont pris en charge par la ville. Une refacturation annuelle de l'entretien sera effectuée auprès de l'association. Pour permettre cette refacturation, la collectivité doit déterminer un taux de main-d'œuvre calculé à partir de la rémunération des agents intervenant pour l'entretien de ces locaux. Pour l'année 2023, ce taux est de 24,34 €. Compte tenu de ces éléments, il est demandé au conseil municipal de valider à 24,34 € le taux de main-d'œuvre pour l'entretien des locaux et non servis au lieu d'accueil par l'enfant en 2023. C'est pas rétroactif, c'est-à-dire que le contrat LAEP, qui est un contrat qui est aussi avec les communes de la Journal, Mézières, Saint-Marc et Guérande, donc avec cette on s'est rendu compte en relisant le contrat qu'on n'avait pas été remboursé des facturations de frais d'entretien. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir être modifié sur 2024. Malheureusement, c'est pas rétroactif pour 2022-2023 depuis la signature de cette convention. Donc c'est bien dommage, mais des gens va au moins pouvoir être refacturés sur 2024. Vous avez des questions, des observations? Oui, vous avez évoqué l'idée d'aller consulter les autres communes concernées pour savoir comment c'est fait à leur niveau. Alors effectivement, elle refacturait, j'envoyais la réception en internet. Il n'a pas été fait. Puis-je me permettre de vous demander qui vous a dit que c'était pas rétroactif? Parce que l'affirmer c'est une chose, mais il faut encore c'est lors d'une réunion du LAEP à Guérande. Il y avait le LACAF qui était là, tout est conventionné et tout est contractualisé de façon à ce que l'argent qui sort du LAEP ne peut pas être sorti 2 ans après les budgets qui ont été votés, les représentants de la CAF, de la CAF, il y a toute une structure qui sont impactées. C'est plus pénible qu'autre chose. On va voter, donc qui est contre, qui s'abstient. L'ordre du jour est épuisé. Je veux juste faire une information dans le cadre du plan Vigipirate qui a été rehaussé le 24 mars, donc à son niveau le plus élevé. La porte réservée à l'entrée du personnel, donc c'est quelque chose pour les élus, sera fermée. Donc vous ne pouvez plus entrer sur un fameux public et seul le personnel peut entrer. Et les élus qui ont la clé, et sinon il faut rentrer par l'entrée de devant. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Stéphane? Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas de questions écrites, et puis on en avait une qui était dessus le chapeau, mais on voulait attendre déjà de savoir s'il y avait un moment ce soir pour la poser. J'ai un petit peu répondu tout à l'heure quand on a fait le budget. C'était effectivement sur la retransmission du conseil municipal, parce qu'on s'est aperçu qu'au dernier conseil municipal, tout le monde n'a pas pu y rentrer. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne viennent plus parce que, oui, qui ne viennent pas parce que, effectivement, la salle est pleine. Donc, il faut savoir, dans le budget, vous avez dit qu'effectivement, il est toujours d'actualité de rendre le conseil municipal. La question serait juste de savoir quelle est la neutralité d'air aujourd'hui pour. On a besoin du budget, donc c'est voté, on va pouvoir lancer la démarche. La séance est close, je vous remercie. Bonne soirée à tous.